Bonjour Pierre Hilard. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté cette interview. Je vous l'accorde volontiers. Non, je plaisante. Merci à ER d'avoir fait en sorte qu'on puisse avoir cette petite interview. Alors, on va parler, comme d'habitude, de la décomposition des nations européennes et du traité transatlantique. En essayant de mettre en perspective par rapport à votre livre, en tout cas, La décomposition des nations européennes, qui est sorti en 2004, qui a été réédité en 2010. Oui. Et que je me suis régalé à lire. Et qui ressort actuellement, il est en cours de réimpression ces jours-ci. D'accord. Voilà. Alors ma première question, dans le livre, on prévoit un calendrier de l'Europe régionale, j'allais dire, pour 2007. À peu près. 2007. Oui, 2007, c'est-à-dire une Europe régionalisée, découpée en régions, pour 2007 environ, si je me trompe pas trop. Disons qu'en fait, il y a des étapes. Le principe de la partialisation, la chose est acquise. Simplement, ce qu'il faut, c'est renforcer le processus. C'est-à-dire que peu à peu, les États sont vidés de leur substance régalienne, comme on dit, battre monnaie, par exemple, ça c'est déjà fait. Mais vous savez, il faut des étapes. Donc, on se rapproche peu à peu de la mise à mort, dans ce sens que actuellement, il y a par exemple, ne serait-ce que par exemple la Commission européenne, qui a un droit de regard sur les budgets nationaux, où Hollande est allé faire la danse du ventre il y a 2-3 jours de ça, devant les 27 commissaires de l'Union européenne. On a envie de dire, c'est le vassal qui va quémander et demander au suzerain le droit d'avoir telle ou telle politique, et on lui donne un blanc-seing ou on refuse. Donc c'est vraiment on sait où le pouvoir. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que les Français qui ont voté pour Hollande en 2012, ou qui ont voté pour Sarkozy, mais peu importe, c'est interchangeable, ils n'ont pas compris que ces gens-là n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir est à Bruxelles, il est à Francfort, et il se répartit aussi un peu à Berlin, Londres et Washington, mais il n'est pas à l'Élysée. D'accord. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que le calendrier qui était prévu au départ, c'est-à-dire l'Europe des régions, on a pris du retard par rapport à ça. Et là, on voit arriver à côté de ça le traité transatlantique qui a été lancé officiellement, on va dire, par Obama en février dernier. Oui. Alors, on a l'impression que le traité transatlantique est en train de prendre le pas sur la régionalisation, je veux dire. Alors, pour la régionalisation, à ma connaissance, il n'y a pas de date officielle. Ouais, il y avait plusieurs dates dans le livre, en fait. On voit plusieurs dates dans le livre. Par exemple, j'ai dans mon livre La décomposition des nations européennes, j'ai une grande carte de la grande Europe régionalisée. C'est une carte qui date de 2002, mais j'en avais une autre qui datait de 1996-97, qui montrait une carte de l'Europe régionalisée, mais en moins musclée. Donc en fait, au fur et à mesure que le temps passe, ça se renforce. Et à un moment donné, il y aura ce qu'on dit la masse critique, la bascule. Mais en fait, on se dirige actuellement à une sorte de goulot d'étranglement où tous les textes se concentrent, régionalisation, marché transatlantique, dérégulation, déréglementation pour le travail, la fiscalité, protection, ça j'en parlerai aussi, protection des travailleurs, enfin bref... La finalité, c'est le marché transatlantique et qui doit, à l'intérieur, tout éradiquer pour avoir de parfaits consommateurs indifférenciés de Vancouver en passant par Berlin, Rome et Dallas. D'accord. Voilà. Mais il n'empêche que les États sont toujours debout, on n'est pas encore des Europes des régions. Les gens n'ont pas encore bien mis dans leur tête qu'on est Europe des régions, et même l'Alsace, dans son référendum d'avril dernier, a refusé déjà... on va dire le début de l'Europe des régions, oui. Donc ça met un petit coup d'arrêt quand même à ce système. Disons que, comme vous avez eu le nom des Français et des Hollandais en 2005, avec le traité donc Giscard, qui est devenu traité Lisbonne, mais c'est ça qui est terrible, c'est que les Français et les Hollandais, en démocratie, le peuple souverain, ils disent non. Eh bien, on a contourné leur nom. Là, les Alsaciens ont dit non, mais par la porte ou par la fenêtre, nos chers technocrates trouveront une méthode pour imposer et faire passer le suppositoire. À un moment donné, pas content ou pas, bon, voilà, ça passera en force de toute façon à un moment ou à un autre, voilà. Ça passera. J'ai lu dans votre livre aussi qu'il était question de modifier la Constitution française de manière à mettre les règles pour faire de l'euro-région, j'allais dire. Ah, ça, c'est une obligation dans ce sens que il faut peu à peu que la France se fonde dans un magma
Donc il faut que la Constitution française s'adapte. C'est à la France de s'adapter à l'Union européenne et non l'inverse. En fait, c'est qu'est-ce qui reste de la Ve République finalement de Gaulle? Le seul élément encore tangible, c'est la force nucléaire, mais en dehors de ça, c'est pas ça qui pour le moment joue dans les rapports entre les États. C'est la puissance économique, c'est ceux qui ont le pouvoir financier. Et la France n'a ni l'un ni l'autre. Alors, pour l'instant, pour la France, on n'en est pas encore à l'euro-région. Il y a la Belgique qui est à côté. Eux, on en parle depuis longtemps de l'euro-région. Et ils ont toujours pas séparé. L'État est toujours un, quoi. Donc, est-ce que ça va être les premiers en Europe à véritablement franchir le pas? Alors, je ne m'amuserai pas à donner un numéro. Est-ce que c'est la Belgique ou est-ce que c'est la Catalogne? Il y a aussi l'Écosse pour le référendum de septembre 2014. Une chose est sûre, le pays qui va se scinder, ou en tout cas la province ou la région qui va s'émanciper, faussement s'émanciper, puisqu'elle restera dans le cas de l'Union européenne, allumera la mèche. Voilà. Après, vous dire, est-ce que ça va partir côté anglais, côté espagnol, côté belge, je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier non plus les régions purement technocratiques, les régions qui n'ont pas de passé historique comme Centre, Rhône-Alpes, mais qui s'émancipent d'un point de vue financier. C'est la même chose. Simplement, les régions ethniques, il y a une couleur régionale typique à la Flandre, typique à la Catalogne, mais toutes les régions d'Europe sont concernées par cet éclatement. Alors, j'ai lu dans votre livre, encore une fois, pas mal de passages assez frappants, on va dire. Surtout, vous citez un certain nombre de think tanks, la Fondation Bertelsmann, on les a à peu près tous là, tous ceux qui poussent pour l'Europe des régions, etc. Alors oui, alors j'ai relevé un certain nombre de passages. Bon, on va peut-être pas tous les citer, mais il y en a certains qui frappent les esprits, notamment celui de la Fondation Bertelsmann qui dit: en raison des défis globaux, il n'y a pas d'autre alternative qu'une alliance transatlantique. Oui. Le diagnostic est posé et la thérapie doit commencer. Alors quand on lit ça, on se dit la thérapie doit commencer, on est malade. Voilà, 2002-2003. Je crois que c'est ça qui est bien. Oui. Ils présentent leurs travaux. C'est sorti, les travaux datent de 2002-2003 et ça a été publié fin 2003 ou début 2004. Enfin bref, il y a presque 10 ans. Ils sont très rigoureux. Il y a une thérapie à l'allemande même, vous savez. C'est ça, oui. Ils ont une tradition d'efficacité quand même. Ils ont fait leurs preuves dans le passé. Il y a certains peuples qui ont subi. Alors j'ai certains autres passages. Alors il y en a notamment un qui m'a encore bien frappé, celui marqué, oui. C'est celui des accords de Dayton en 1995. Ah oui. Voilà, où on dit que les Américains ils préfèrent discuter avec les Allemands, quoi. Nous on est exclus, ils nous traitent de vauriens, en grosso modo. Donc on est exclus des grosses questions. Il faut dire aussi que déjà l'éclatement de la Yougoslavie, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'Allemagne qui a allumé le feu dans les Balkans lorsque le ministre des Affaires étrangères allemand de l'époque, qui s'appelait Genscher, a reconnu, lui et en fait tout l'appareil politique allemand, a reconnu l'indépendance de la Croatie et la Slovénie. Et c'est ça qui a allumé la mèche. Et il faut savoir aussi que vous aviez des services secrets allemands en Albanie qui, à partir de l'Albanie, soutenaient les mouvements autonomistes Kosovo. Donc, fatalement, les Américains s'adressaient surtout à eux, puisqu'ils étaient concernés au premier chef. Il me semble même que le service secret allemand en Albanie, le représentant allemand s'appelait Kesselring, ou Kesselring, je n'ai plus exactement son nom en tête, dont le père était maréchal de la Luftwaffe qui a bombardé Belgrade en 1941. Il y a des traditions familiales. Une autre question, c'est à propos de la Russie. Vous marquez dans votre livre que les Russes sont sont inclus dans la mondialisation. Dans le mondialisme. Dans la mondialisation. Oui. La mondialisation du fait des échanges économiques, mais l'esprit aussi. Simplement, il y a des acteurs différents. C'est ça. Le mondialisme, ce sont différentes familles. Il y a le mondialisme unipolaire qui veut tout unifier sous la sauce anglo-saxonne, et puis il y a le mondialisme multipolaire qui veut différents groupes. Et il y a donc des oppositions, mais des oppositions sur la méthode, pas sur la finalité. La finalité, c'est la gouvernance mondiale. Poutine a créé fin 2011 l'Union eurasiatique supranationale. Supranationale, c'est le texte officiel qui rentre dans cette gouvernance, mais
il y a le partage du gâteau et Poutine veut un gros morceau du gâteau. Mais est-ce que vous croyez, avec les derniers événements, notamment l'intervention de l'OTAN plus ou moins l'intervention de l'OTAN en Syrie, on va dire, Oui. Les Américains, oui. Les Américains, étant donné que ça pourrait mettre en péril, par exemple, le port de Tartous, etc., est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours dans le même plan? Oui, mais simplement, chacun, en fait, il y a un gâteau et il y en a un qui veut bouffer la part de l'autre. Mais c'est pas parce que l'un veut bouffer une partie de la part de l'autre que l'autre victime est quelqu'un de bien. C'est une relation un rapport de force. Et puis à un moment donné, il y en a un qui cogne plus fort que l'autre. Ouais, il faut pas voir ça dans le sens gentil, méchant. Ce sont des rapports de force et il y a des cas où il y en a un qui tape plus fort que l'autre. Mais attention, la Russie a des réserves et si vraiment les Américains et Israël, parce que ça va ensemble, vont trop loin, ils risquent peut-être s'en mordre les doigts. Ce sont des rapports de force, pas de sentiments. Pas de sentiments. Alors, j'ai un certain nombre de web fans, on va dire, qui voulaient vous poser des questions. Alors bon, j'en ai pas noté beaucoup, malheureusement, mais le truc qui revient le plus souvent, c'est quelle serait la prochaine étape dans la création du nouvel ordre mondial? C'est un peu général, c'est un peu générique, mais bon, il y a plusieurs étapes qui vont arriver. Il y a notamment un vote en juin prochain, il me semble, sur l'avancement des négociations du traité transatlantique. Oui, normalement ça a lieu, d'ailleurs je serai d'en parler durant cette conférence, le G8 en Irlande du Nord, où normalement ça doit être officiellement lancé. Il y a encore des réglages, parce qu'ils doivent, comme dit Cameron, tout mettre sur la table. Donc en théorie, tout doit être lancé lors de la réunion du G8. Mais le véritable passage à l'étape supérieure, ça sera quand le système va s'effondrer. Soit par la voie financière et du fait de l'écroulement des États avec la crise économique et l'endettement, soit en mettant le feu au Proche-Orient. L'un allumant l'autre, si je puis dire. Voilà. Et donc là, ça sera le démarrage de la fusée. Vous savez, c'est comme pour le lancement de la fusée Apollo. Quand vous entendez ignition, c'est que vraiment là, c'est parti. D'accord. Mais là, on remplit les réservoirs d'essence. D'accord. Là, on est en train de remplir, donc voilà. Ça va bientôt arriver. Ok, faut se préparer alors. Voilà. Alors, une dernière question, et qui est toujours une question récurrente. Comment s'opposer au nouvel ordre mondial? En ayant un minimum de culture politique, historique, religieuse et philosophique. Et quand on a des connaissances de l'arrière-fond de la boutique, on a un système immunitaire qui fait qu'on ne se fait pas duper. On ne vote pas Hollande, on ne vote pas Sarkozy, on fait attention avec les syndicats. C'est-à-dire qu'on fait attention avec les papes depuis Vatican II. Ça touche tout le secteur politique. Quand on a une culture véritable. Par exemple, à Paris, il m'est arrivé d'être abordé par des personnes qui voulaient faire la promo du WWF, la protection de la nature. Ben, moi, personnellement, je suis pour la protection de la nature, je suis pour l'eau claire, la protection des oiseaux, etc. Évidemment, comme tout le monde, vérité de la palisse. Mais c'est pas ça. Et ces gens-là sont les idiots utiles. Ils n'ont pas compris que c'était dans un but de créer une sorte de religion universelle, de l'amour de la nature. Ce sont les idiots utiles. Ils n'ont pas la culture. Donc, on utilise leurs bons sentiments pour diffuser de mauvaises pensées. Donc avoir un minimum de connaissances politiques, historiques, religieuses. Quand je dis religieuse, christianisme. Quand je dis christianisme, catholicisme, protestantisme, orthodoxie, mais aussi l'islam, judaïsme, et comprendre la psychologie et les réflexes. Ça ne veut pas dire qu'on est pour, on est contre, mais on sait qu'est-ce que ça veut dire et où ça va. Voilà. Merci Pierre Huillard. Bonne conférence à vous. Merci. À bientôt.